Regards, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Nathalie Godard, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du collectif national Droits de l'Homme Rome Europe. Vous avez publié avec d'autres organisations une tribune dans le journal du dimanche ce dimanche dernier où vous appelez à décréter l'urgence sociale. On va y revenir. Mais d'abord un mot sur l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'aujourd'hui débute la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Vous voyez ça plutôt d'un bon œil, j'imagine ? C'est toujours bien de parler de prendre des initiatives qui permettent de parler de ce problème-là, puisque le problème de la discrimination contre certaines minorités est vraiment un obstacle pour l'accès aux droits de beaucoup de personnes. Et nous, au collectif Rome Europe, on se bat justement pour l'accès aux droits des personnes qui sont perçues comme roms et qui aujourd'hui font toujours l'objet de beaucoup de stigmas dans la population française. On parle de racisme anti-rom. Alors on parle de discrimination que subissent ces populations, on peut parler de racisme anti-rom dans certains cas. Il y a eu un certain nombre de rapports, notamment les défenseurs des droits, qui ont montré qu'il y avait encore beaucoup de sentiments anti-rom dans la population française et qu'il y avait une forme de décomplexion ou de sentiments décomplexés de racisme par rapport aux roms pour lesquels on s'autorise à exprimer un certain nombre de positions de rejet, peut-être plus qu'avec d'autres populations pour lesquelles il y a encore un peu de retenue, ce qui n'est pas le cas pour les Roms très souvent. Vous venez de le dire, mais dans la tribune, vous le dites aussi d'ailleurs, vous parlez de personnes fortement discriminées, Roms ou perçues comme telles. Perçues comme telles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un certain nombre de clichés autour de la population Rom. Des personnes qui vont avoir des longues jupes, des foulards à fleurs, des dents en or et qui vivent dans des endroits extrêmement insalubres dans des bidonvilles. Je pense qu'il y a tout plein d'images qui tournent autour de ça, qui vont du rhum voleur de poules au trafic d'enfants. Donc toutes ces images, c'est vraiment des combats de déconstruire un peu ce qui a été fabriqué dans l'imaginaire sur ces populations. Il y a un certain nombre d'exemples qu'on essaie de mettre en avant justement pour déconstruire ça, mais c'est vraiment difficile. Il y a quelques semaines même, on recevait le journaliste Dominique Vidal qui était invité de la Midinale et il nous disait ceci: on ne parle jamais du racisme anti-rom parce que c'est le racisme le plus consensuel en France. Oui, c'est vrai. Souvent, on ne va pas dire qu'on est raciste, on va dire mais tu vois bien, ils vivent dans la saleté, donc il y a une forme d'acceptation, etc. Il y a beaucoup de clichés culturels. Nous, on se bat beaucoup contre ces clichés culturels. Il n'y a pas de culture de la saleté ou de culture du bidonville chez les personnes roms. Il y a une précarité qui est liée à une histoire, qui est liée à un certain nombre de mécanismes qui amènent les gens à la précarité. Et donc ça, vraiment, il faut se battre contre ça. Et aujourd'hui, on va encore avoir... C'est encore une population qui va subir beaucoup ces clichés-là, et certainement plus que d'autres. Qu'est-ce qu'on sait justement des populations roms ? La plupart sont des citoyens européens, non ? Alors, il y a beaucoup de personnes qu'on appelle roms qui viennent de Roumanie, qui viennent de Bulgarie. Il y en a aussi parfois de Serbie, donc de populations extra-européennes dans le sens de l'Union européenne. C'est un peuple qui est né en Inde, qui a migré à un moment vers l'Europe. Mais ce qu'on met aujourd'hui dans ce grand sac des personnes roms ne sont pas uniquement des personnes qui se définissent comme telles. C'est souvent des personnes qui viennent d'Europe de l'Est et qui vivent aujourd'hui dans des bidonvilles et des squats. Donc moi j'aurais du mal à utiliser, même vous parler des Roms comme d'une masse en fait. C'est pour ça que nous on va être toujours très prudent à dire les personnes qui se définissent ou qui sont perçues comme Roms, parce que c'est pas forcément aussi évident de dire que cette personne est Rom ou ne l'est pas. Dans la tribune du JDD, vous parlez notamment des expulsions. Il y a une opération d'expulsion tous les 2 jours dans notre pays, dites-vous, l'expulsion en hausse de 40% par rapport à 2017. Quelles sont les conséquences directes pour celles et ceux qui vivent justement dans ces baraques de bidonville ? Alors une expulsion, ça veut dire que tout ce qui a été mis en œuvre, tout ce qui a été démarré pour mettre en place des démarches d'insertion, tout s'arrête. Que ce soit pour l'accès à la santé, parce que si les personnes ont commencé à soigner dans un hôpital, quand on se retrouve à la rue, on passe en mode survie. Donc le rendez-vous médical, on n'y pense plus, on oublie, ça passe après.
On se retrouve parfois éloigné de son lieu de vie initial, donc on casse aussi des habitudes, des liens qu'il peut y avoir avec des structures de santé. Et puis l'instabilité, elle est aussi cause de mauvaise santé. Et ça casse aussi tout le lien scolaire, c'est-à-dire que des enfants ne peuvent pas aller à l'école, se retrouvent à la rue du jour au lendemain, sont aussi éloignés de leur lieu de vie. 30% dans la tribune, vous dites que des enfants sont résidents de ces baraques de bidonville. C'est beaucoup de familles, donc c'est souvent des familles avec un certain nombre d'enfants, en tout cas c'est parfois des familles nombreuses, donc il y a beaucoup d'enfants. Et c'est des enfants, c'est une génération sacrifiée, c'est des enfants dont ont dû interrompre leur scolarité plusieurs fois, qui ont beaucoup de difficultés à accéder à la scolarité. Contrairement à ce qui est véhiculé, ce ne sont pas les parents qui empêchent leurs enfants d'aller à l'école, ce sont aussi les conditions qui font que c'est extrêmement compliqué, que quand on est éloigné, quand on est expulsé et qu'on se retrouve dans un lieu de vie qui est éloigné de là où on a commencé sa scolarité, y retourner, c'est extrêmement compliqué. C'est pas facile aussi pour un enfant de s'intégrer dans une école où il subit aussi le rejet de ses camarades et parfois l'incompréhension de l'équipe enseignante, qu'il y a des problèmes de langue. Et puis, il y a certaines municipalités qui ne facilitent pas non plus l'accès à l'école en empêchant des inscriptions à l'école pour des enfants qui ne sont pas domiciliés, donc qui n'ont pas une adresse administrative dans la ville en question. Donc il y a des obstacles administratifs, il y a des obstacles qui sont liés aux expulsions, et puis il y a des obstacles aussi qui sont liés au rejet par d'autres personnes, quoi. Et qu'est-ce qu'on a comme dispositif justement pour ramener ces populations vers la scolarisation ou vers la santé même, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de santé qui se posent? Alors il y a plusieurs aspects. Il y a des démarches que nous on souligne beaucoup, que nous on encourage, qui sont des démarches de médiation, que ce soit la médiation en santé ou la médiation scolaire, c'est-à-dire une interface qui doit être créée entre les personnes éloignées du soin et les structures de santé. Donc il faut ramener les gens éloignés du soin vers la santé, donc aller les chercher, les accompagner dans les démarches, leur expliquer les démarches de santé, et puis aussi sensibiliser les personnels de santé qui ne sont pas forcément très accueillants avec ces populations, qui ne sont pas très à l'aise non plus. Avec les Roms en particulier? En tout cas, nous, c'est des populations avec lesquelles on travaille beaucoup. On va dire que la médiation en santé, c'est un outil qu'on utilise avec toutes les personnes en précarité qui sont éloignées de la santé et qui vont avoir des difficultés à trouver l'accès au système de santé, qui ne savent plus trop comment on s'y prend, qui ne se sentent pas accueillis. Une personne très précaire, une personne à la rue, même si elle n'est pas rome, ne va pas toujours être à l'aise pour aller chez le médecin, pour aller à l'hôpital, et ne va pas toujours se sentir très bien accueillie parce que la pauvreté, ça fait un peu peur aussi. Donc la médiation, c'est un bon système, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. L'autre chose, c'est il faut que le droit commun s'élargisse. Il faut aussi qu'il y ait des règles pour qu'il y ait on va dire, une vraie dynamique au sein du droit commun pour être plus inclusif pour ces populations-là. Et qu'il n'y ait pas non plus forcément besoin d'une médiation pour qu'ils y aient accès. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique très forte pour faciliter l'inclusion des personnes. Votre association participe de la question de la solidarité, de la solidarité d'une manière générale. Vous diriez qu'il y a de l'indifférence aujourd'hui. Vous parliez du poids des images tout à l'heure, sans doute des clichés aussi, mais on a tous ces images en tête, que ce soit à Paris ou même en province, de familles, d'enfants à la rue. Il y a de l'indifférence de plus en plus. Je ne suis pas sûre qu'il y a de l'indifférence. Je pense qu'il y a une banalisation. C'est-à-dire, au début, il n'y a pas d'indifférence. Il y a quelques années, il y a une enfant qui est morte dans un bidonville, dans un incendie à Bobigny. Ça a créé une forte émotion. Quelques temps plus tard, il y a eu un autre incendie et une autre personne victime. Ça n'a plus créé d'émotion. En fait, la première fois, on est choqué, ça crée une solidarité, et puis en fait, on s'habitue en fait à ce malheur-là. Donc, je pense qu'il y a, sur le moment, il n'y a pas forcément d'indifférence, mais à partir du moment où ça s'installe dans le paysage, on finit par s'habituer à des choses qui sont inacceptables. Et c'est vraiment pour ça que nous, on a aussi voulu faire cette tribune hier, c'est pour rappeler qu'en fait, aujourd'hui, il y avait 10 000 personnes par an qui se faisaient expulser de leur lieu de vie, et que malgré une volonté politique qui est relativement affichée aujourd'hui, il y avait un énorme manque vraiment d'actes sur le terrain et de changements visibles. C'est ce que vous dites, d'ailleurs vous interpellez le président Macron dans la tribune, vous l'appelez à passer des paroles aux actes. Qu'est-ce que vous lui demandez très concrètement ? Alors, il a fait, on va dire qu'il y a eu une première évolution positive qu'on reconnaît ces dernières années, qui est qu'on est passé du discours de Grenoble de 2010 où
l'ancien président appelait les Roms à rentrer chez eux et avait des mots extrêmement durs pour ces populations. À l'instruction du 25 janvier 2018, donc c'est un peu technique, mais c'est une instruction donnée au préfet avec un objectif de résorption des bidonvilles. Donc le discours a changé. On n'est plus sur faire sortir les Roms, on est sur résorber les bidonvilles. Donc on parle quand même de thématiques de précarité qui ont changé. Et il y a une volonté politique qui est affichée de vouloir résorber, donc trouver d'autres solutions pour les personnes, plus seulement les expulser, mais aussi les insérer, leur donner des possibilités de et vous trouver dites des aussi solutions. Pas une expulsion sans relogement. Voilà, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que malgré cet affichage-là, concrètement, il y a peu de choses qui se passent sur le terrain. Alors, il y a quelques endroits où il y a des initiatives qui sont positives, avec des collectivités qui font des choses. On a parlé de Montpellier, on a parlé de Villeurbanne, on a parlé de Toulouse. Enfin, voilà, il y a ces différentes villes où il y a des choses qui se passent. Après, il y a vraiment des points noirs. En Île-de-France, ça ne bouge pas assez vite et c'est vraiment là où il y a le plus d'expulsions. Ça nous paraît très problématique. Il y a très peu d'endroits où il y a des préfectures qui se sont vraiment saisies de la circulaire de l'instruction de 2018 pour faire évoluer les choses. Et normalement, l'instruction... Mais je vous coupe parce que pour faire évoluer les choses, ça veut dire aussi plus de moyens, plus de projets de construction de logements aussi d'urgence. Alors en fait, il y a plus de moyens pour les associations qui interviennent. Il y a deux choses. Il y a sortir de la logique d'évacuation d'expulsion sans relogement, puisque l'immense majorité des gens qui ont été expulsés en 2018 n'ont eu aucune solution de relogement, ou alors juste de quelques jours. Donc ça n'est pas pérenne, ça ne sert à rien. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement des moyens, que 4 millions d'euros par an pour la résorption des bidonvilles, c'est minable en fait. Franchement, c'est très peu. Ça permet de faire des choses. Franchement, je ne crache pas sur ces 4 millions d'euros, mais je pense que ça n'est pas à la hauteur de l'ambition. Et qu'en France, aujourd'hui, on devrait être capable de trouver des solutions pérennes pour 15 000 personnes. J'ai une dernière question, Nathalie Godard. Qu'est-ce que vous attendez, notamment des élections européennes ? On sait que la question des mouvements de population, en tout cas des frontières, va être centrale dans cette élection. Certains parlent de remettre en cause l'espace Schengen, fermer les frontières. Ça semble être la solution pour vous ? Ça n'est évidemment pas la solution qu'on va prôner, puisque nous, on est pour un accueil digne des personnes qui arrivent en France. On est pour aussi des droits fondamentaux pour tous, que ce soit la santé, un toit, donc à minima un hébergement, un logement, et l'accès à des droits basiques. Donc, on n'est évidemment pas pour une Europe plus fermée, on est pour une Europe plus ouverte, plus accueillante, et surtout une Europe qui respecte la dignité des personnes et qui reconnaît l'importance d'accorder des droits fondamentaux à tous. Ça veut dire que la solution aussi, ou en tout cas une des réponses aux problèmes spécifiques ou aux problèmes de manière générale des migrants, des migrations, c'est l'Europe, le premier interlocuteur. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une réponse sans une réponse européenne. La problématique des migratoires en France, que ce soit les migrations intra-européennes comme celle des personnes d'Europe de l'Est, Roms notamment, ou des personnes extra-européennes, les personnes vont passer par un autre pays européen. Et aujourd'hui, on sait que c'est au niveau européen que les choses doivent évoluer et qu'il doit y avoir une définition européenne d'une politique qui serait cohérente d'un pays à l'autre. Et c'est aussi parce qu'il y a une incohérence de la politique, et notamment le règlement de Dublin, qui est extrêmement délétère en la matière, qu'il y a beaucoup de difficultés d'accueil et qu'il y a beaucoup de non-accueil aujourd'hui en France. Donc oui, clairement, la réponse, elle doit être européenne, mais je dirais qu'il ne faut pas non plus se rejeter uniquement la faute sur l'Europe. La France a aussi une responsabilité. Tout à fait, se défausser sur l'Europe en disant, notamment ça c'est souvent le cas pour les Roms, qui ont été un peu... moi j'ai beaucoup entendu des discours des collectivités qui disent que c'est l'État, de l'État qui disent que c'est l'Europe, et l'Europe qui dit que non, c'est les collectivités, et qu'en fait c'est un sujet qu'on se repasse d'un niveau de décision à un autre, et c'est assez pratique à un moment de dire que c'est l'Europe qui doit s'en occuper. Moi je pense que les municipalités, les collectivités, l'État français doit pouvoir aussi trouver des solutions pour ces populations. Merci beaucoup Nathalie Godard. Je vous en prie.